Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Smart Talk. Nous avons eu l'immense plaisir de rencontrer Christophe Raymond, qui est le patron des patrons vaudois, le directeur général du centre patronal. Il a un regard très objectif sur la situation économique actuelle et à venir dans le canton de Vaud. Je vous souhaite une très belle écoute. Christophe Raymond, bonjour. Bonjour. Merci énormément de nous accueillir ici au centre patronal de Paudet. Vous êtes le directeur général du centre patronal du canton de Vaud. Vous êtes en contact avec tous les patrons de canton de Vaud, énormément de patrons de canton de Vaud, avec beaucoup d'associations professionnelles. Donc vous avez vraiment une vue objective de la situation actuelle. Comment ça se passe ? C'est compliqué. C'est compliqué à tous égards. C'est compliqué, pratiquement déjà, pour les entreprises de s'organiser entre les plans de protection qu'on a tous dû mettre en œuvre, entre les problématiques liées au personnel, les quarantaines qui finissent par accabler tout le monde. On est tous concernés par ça. Les événements qu'on renvoie ou auxquels on ne va pas, parce qu'ils ne sont pas organisés. Et je parle pas, évidemment, des difficultés purement de nature économique qui résultent de toute cette situation. Donc, franchement, c'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple. L'impact de cette crise, sincèrement, on entend souvent qu'après une crise, lorsque la reprise reprend après une crise, il faut attendre 3-4 mois pour voir vraiment quel impact une crise a pu avoir sur l'économie. Est-ce que ça veut dire qu'on va gentiment commencer à voir, d'ici fin de cette année, l'impact que ça a eu? Il faudra peut-être même attendre jusqu'au printemps prochain. Oui, la crise, elle n'est pas finie. C'est comme ça qu'il faut dire aujourd'hui. C'est une évidence. Ça continue. On a encore des branches et des secteurs qui sont totalement touchés, certains complètement à l'arrêt. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Le monde du voyage, salut. Hein. Il ne se passe absolument rien. Les pays se referment les uns après les autres, si tant est qu'ils aient ouvert. D'ailleurs, voilà. Donc, on n'est pas du tout dans la situation où la crise a eu lieu. Et puis, au fond, depuis l'été, on est en train de reprendre. Puis, on se demande si la crise est en V, en W, en L. On n'est pas encore en post-Covid. Non, on est de loin pas en post-Covid. Alors, il y a déjà un certain nombre d'effets économiques qui se sont fait sentir. Mais à mon avis, on est très très loin d'être arrivé au cœur de la crise économique. On est au début. Et le début, il est compliqué. Vous savez, depuis mon retour de quelques jours de vacances que j'ai pris cet été, je me suis amusé, je ne sais pas si c'est un amusement, mais enfin, j'ai pris la peine, simplement en lisant les journaux, de noter sur une petite feuille de papier les entreprises qui annoncent des charrettes, des grandes charrettes, des petites charrettes, des chariots, parfois. C'est ahurissant, c'est tous les jours. C'est tous les jours, ça n'arrête pas. Et encore, c'est ce qui est dans le radar, c'est ce qui paraît dans les journaux. Parce que une majorité probablement des effets, ça passe sous le radar. Donc on est vraiment dans une situation qui est compliquée. Moi, ça fait 30 ans que je suis secrétaire patronal, donc j'en ai vu quelques-unes, y compris dans les années 90, qui ont été très très difficiles. Mais là, on est dans quelque chose de très profond, de très durable. Et très clairement, on ne voit pas encore la fin de tout ça et le rebond. Vous parlez de journaux. Je vais poser une question qui personnellement me tient à cœur. Les médias, ils en font trop. C'est dur à répondre de ça. Hein. C'est difficile de répondre à ça, parce qu'au fond, bien sûr, on se dit les médias en font trop, et puis ils créent une psychose, etc. Mais la réalité, c'est que chacun d'entre nous, on est complètement pris dans cette affaire, et nous-mêmes, on parle que de ça à la table familiale, quand on boit une bière avec les copains, avec un masque, etc. Donc c'est difficile de fustiger les médias, comme c'est difficile de fustiger le monde politique, dont on se dit, il prend pas vraiment les choses comme il faut. Ils paniquent, ils en font trop, etc. C'est compliqué. Au fond, tout le monde se dit on aimerait en sortir, mais la réalité, c'est qu'on n'en sort pas. Et je pense que c'est difficile quand même de reprocher aux médias de ne pas en sortir, alors que ni vous ni moi n'en sortons. Non, c'est clair. On parle de le marché, l'économie vaudoise. Elle est gérée par quoi, 95-99% de PME ?
à 99% de PME. La PME en Suisse, en général, évidemment aussi dans le canton de Vaud, c'est moins de 250 collaborateurs. Oui. Alors il y a évidemment plus de 99% de PME dans l'économie vaudoise, comme d'ailleurs dans l'économie suisse. Ça, c'est pas du tout une particularité. Oui. C'est essentiellement ces petites structures qui souffrent ou pas forcément. Non, il y en a des grosses qui ont de la peine aussi. Hein, dans tout le domaine de l'hôtellerie, où il y a souvent des belles grosses structures, hein, pas forcément de plus de 250 collaborateurs, mais ça souffre beaucoup. Le monde industriel, on en parle peu, mais il est très très affecté. Hein. Ça repart pas le monde de l'horlogerie, et on a quelques fleurons de l'horlogerie à la Vallée de Joux, c'est compliqué. Hein. Les ateliers n'ont pas tous recommencé à travailler en plein. Donc les PME, et les PME en particulier dans un certain nombre de domaines, elles souffrent beaucoup, mais il ne faut pas croire que parce qu'on est gros, on a passé à travers tout ça. C'est pas vrai. Non, je pense justement, est-ce que justement, la clé, parce que ces crises, les changements économiques, on le voit depuis 20 ans, on a de plus en plus d'événements qui bouleverse l'économie d'une manière très rapide. Hein. Si on part, ça peut être une loi, on parle de, par exemple, l'Alex Weber ou des choses comme ça peut être une crise sanitaire comme ça peut être un virus, mais on se rend compte que peut-être comparé à 20 ans, mais de nouveau, peut-être je me trompe, il y a tout d'un coup régulièrement des changements à apporter dans une structure d'entreprise pour s'adapter aux changements économiques, aux changements qui se passent. Bon, je pense que vous avez raison de dire qu'on est touché, pas seulement en Suisse d'ailleurs, depuis une vingtaine d'années par des changements qui sont très rapides. Le plus frappant, c'est évidemment tout ce qui tourne autour de la numérisation, enfin, qui a obligé tout le monde, partout, à s'adapter, à prendre des mesures, etc. Ce qui s'est fait, avec plus ou moins de bonne volonté, plus ou moins d'allant, mais dans l'affaire Covid, on est quand même confronté à quelque chose d'assez extraordinaire. On a quand même eu pendant 2 mois une fermeture, une quasi-interdiction mondiale de travailler, ordonnée par consensus d'ailleurs, par tous les gouvernements du monde. Ça, c'est inimaginable, c'est ahurissant. Votre avis sur la question de taille d'entreprise? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des grandes sociétés, des grandes multinationales. Dans le canton de Vaud, bien sûr, ce qui nous vient en tête, c'est Nestlé, c'est Philippe Morris, des choses comme ça. Malgré le fait que c'est peut-être 1% ou 2% de notre économie. Mais ces grandes structures, est-ce qu'elles vont de plus en plus, c'est dur à se projeter, souffrir avec la vitesse des changements de l'économie, dans le sens où quand on doit changer quelque chose chez Nestlé, j'imagine que ça ne prend pas 2 semaines, quand on doit changer quelque chose dans une petite entreprise, une PME de 15 collaborateurs, c'est changé en 1 heure. Est-ce que la flexibilité et l'agilité d'une petite structure peut être, ces 20 prochaines années dans l'économie, une des clés de réussite, selon vous? Alors là, on l'a très clairement vu pendant la crise qu'on vient de traverser. Cette agilité, elle a été opérée par énormément de chefs d'entreprise de façon spectaculaire, à vrai dire, et très bien, hein, que ça soit dans l'organisation interne, le fameux télétravail, etc., la réorganisation interne, la réorganisation des relations avec les fournisseurs, avec les clients, des nouveaux produits mis en œuvre. Enfin, c'est les fameux exemples des vitriers qui se transforment en marchands de plexiglas qui font fortune. Voilà. Donc ça, bien sûr, c'est plus facile de changer les choses, de changer de métier quand on est une entreprise de 8 collaborateurs que quand on est Nestlé. Maintenant, quand on est Nestlé, on a aussi les reins un peu plus solides. Les reins, voilà, une belle chute de reins, même si je peux le dire ainsi, une très belle chute de reins. Et puis, s'il y a 3 semaines où on fait un peu moins de ventes, on va pas, on n'est pas exagérément fragilisé. Parce qu'un autre des enseignements de la crise, c'est qu'on a quand même vu un nombre important d'acteurs économiques, d'entreprises qui étaient extraordinairement fragiles. Ça, c'est qui très étonnant. Du jour au lendemain ont appelé à l'aide. À peine le semi-confinement a été ordonné que tout d'un coup on disait mais on ne va pas y arriver, c'est vrai que c'est étonnant, etc. Ce qui prouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur le fil du rasoir, qui n'ont pas pu constituer de réserve.
pas voulu, j'entends, je ne dis oui. pas que c'est toujours très bien géré, mais ça c'est quand même assez frappant. Et ça évidemment c'est des difficultés que vous avez en principe pas dans des structures plus solides. Hein. Chaque crise, c'est aussi l'opportunité de changer, de modifier. Moi, je dis toujours que souvent, les grandes modifications économiques en termes de business model, elles viennent pas parce que tout d'un coup, on s'est dit pourquoi pas, on va changer, mais peut-être parce qu'on n'avait pas le choix. Ouais. Et puis, je pense que cette crise-là, vous l'avez dit, télétravail, réfléchir à l'organisation interne, être plus efficient, peut-être limiter les dépenses, mais aussi augmenter le digital, des façons de collaborer avec nos clients, etc. Il y a quand même il y a quand même un bon côté. Il y a quand même des notes positives à la sortie de vous avez raison d'observer ça. Cette crise, c'est un accélérateur. Tout le monde, c'est très banal, hein, mais c'est un accélérateur de phénomènes qui étaient là, parfois en cours, parfois latents, et qui tout d'un coup sont boostés par tout ça. J'entends l'exemple le plus frappant, c'est évidemment celui du télétravail. Tout le monde en faisait un peu, enfin, parfois c'était tout à fait déjà courant dans certaines boîtes. Mais à vrai dire, pas tant que ça. Quand on discute avec les gens. Et tout d'un coup, c'est devenu, non pas la norme, mais un sujet absolument incontournable. Et les chefs d'entreprise doivent maintenant se positionner de manière claire à l'égard de leurs collaborateurs, à l'égard de leur organisation interne, pour mettre en place tout ça. Le centre patronal lui-même, avec ses 300 collaborateurs, on est l'un des exemples. On connaissait, bien sûr, il y avait l'une ou l'autre personne. Mais tout d'un coup, tout le monde à la maison, puis ensuite on fait revenir tout le monde, et puis un certain nombre de gens se disent non mais attends, c'était quand même pas mal, etc. Mais oui, et puis nous mettons à nous dire mais alors comment est-ce qu'on systématise ça, comment on en fait un principe de fonctionnement de l'entreprise qui convienne évidemment à l'entreprise d'abord. Moi je suis payé. Mais vous êtes plus ouvert à ça maintenant qu'avant. Bien entendu, c'est indiscutable. Et je pense que, là je parle du centre patronal, mais je pense que c'est le cas pour des dizaines, des centaines d'autres. C'est quand même une notion à part ça, d'offrir du télétravail pour des PME, hein, une notion de coût intéressant aussi, ou pas. Oui, il y a une notion de coût intéressante, encore que cet aspect-là, il n'a probablement pas encore été suffisamment creusé par les chefs d'entreprise eux-mêmes, parce qu'au fond... l'électricité utilisée chez soi, on doit le refacturer. Voilà, peut-être, mais d'un autre côté, pourquoi est-ce que j'ai d'aussi grands espaces, d'aussi beaux bureaux, si finalement les gens n'y bossent qu'un jour sur deux voilà, et puis pourquoi est-ce que je vais proposer une place de travail à chacun de mes collaborateurs, avec sa petite armoire, son petit bureau, etc., alors qu'il est là 2 jours par semaine, quoi. Donc, et ces questions-là, on n'est pas encore allé au bout, parce que le jour où véritablement on aura un raisonnement totalement économique autour du télétravail, peut-être que les collaborateurs trouveront moins d'intérêt direct. Mais ce qu'il faut dire autour du télétravail, c'est que c'est aussi une marque de... Ça nécessite de la confiance de la part de la hiérarchie, de la part des chefs d'entreprise. Ça ne fonctionne donc que sur cette base-là. Et ça, c'est quelque chose d'important, et c'est plutôt quelque chose d'heureux dans les relations personnelles et dans les relations du travail, que d'avoir que d'être fondé sur la confiance. Vous avez le télétravail, aussi une certaine technologie qui permet aujourd'hui que le télétravail soit plus confortable, plus facile d'accès. On parle de technologie, justement. Le défi pour les PME dans le canton de Vaud de numérisation ou de digitalisation, est-ce que vous avez observé durant cette crise, ou vous observez aujourd'hui, qu'il y a quand même beaucoup de PME qui n'ont jamais vraiment investi dans le digital et qui, lorsque leur point de vente ou leur réseau de vente physique a du jour au lendemain stoppé, qu'ils étaient en perte de contrôle total parce qu'ils n'avaient plus de moyens de communiquer avec leurs clients. C'est une observation. Oui, alors absolument, on l'a vu dans de multiples cas, mais c'est aussi dans ces cas multiples où on a vu des bons réflexes, des sursauts, des patronnes et des patrons qui ont pris les choses en main et qui ont fait en sorte de faire bouger les choses. Mais alors ça, c'est une évidence. Mais on a fait, je pense, dans toutes les entreprises, on a fait un saut technologique en 3 mois. Moi, j'ai toujours dit, en tout cas pour ce qui est de tout ce qui tourne autour des postes de travail à distance et du télétravail, si on avait fait un plan, un projet au centre patronal pour
organiser l'entier de l'entreprise en télétravail, probablement que ça nous aurait pris 2 ans. On aurait échoué, bien entendu. Ouais. Puis au fond, là, on a réussi en 15 jours. En 15 jours je dis en 15 jours, c'était peut-être 10 ou c'était peut-être 3 semaines, mais enfin, non, en moins de 15 jours. Puis voilà, et puis ça marche. Évidemment, les informaticiens ne sont pas contents parce que toutes les prescriptions de sécurité ne sont pas parfaites, etc. Puis il y a des trucs qui ne sont pas géniaux. Ils ont raison à la rigueur de leur métier. Mais il n'en reste pas moins que, au-delà de l'exemple que je cite de l'entreprise que je dirige, il y a un saut technologique généralisé qui s'est fait, mais dans les foyers aussi. Enfin, tout d'un coup, il a fallu que les étudiants étudient à distance et puis que les parents aident aussi leurs enfants à se brancher pour écouter les cours de l'école. Et les grands-parents, vous avez raison. Mais ça, c'est super positif pour l'économie, digitalisation, parce qu'on y arrive. Je veux dire, ces 20 prochaines années, le grand terme qui fait quand même peur. Je voudrais avoir votre point de vue, si ça vous fait peur ou pas. On parle d'intelligence artificielle. C'est les multinationales à travers le monde sont en train d'investir des milliards dans l'avancée technologique de l'intelligence artificielle. À l'époque, on remplaçait des ouvriers avec des robots, mais demain, on va remplacer des gens qui pensent avec l'intelligence artificielle. Je pense que vous avez vu un peu toutes les études, bien entendu, avec aussi l'entreprise d'Elon Musk, qui a créé cette société pour implanter des chips électroniques dans la tête de nos enfants. Quoi qu'il en soit, on ne va pas partir dans la science-fiction, mais le monde sera différent dans 20 ans avec la technologie, avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes le patron des patrons dans le canton de Vaud? Est-ce que les patrons ont conscience? Parce que, en toute franchise, j'ai l'impression que tout le monde sous-estime totalement cette avancée technologique, que ce soit la politique, que ce soit la formation enfantine, etc. J'ai l'impression qu'on continue à vivre comme si on était en 1990 et puis on ne voit pas ce qui va arriver dans 10 ans. Est-ce que je suis fou? Non, mais vous êtes trop jeune pour vous rappeler comment ça a fonctionné en 1990. Tandis que moi, c'est le moment où je commençais ma carrière, et je peux vous dire que quand même, même le plus conservateur des chefs d'entreprise d'aujourd'hui, il bosse pas comme en 1990. Vous savez d'ailleurs. Enfin, je plaisante un peu. Non, bien sûr, mais vous savez, c'est quand même déstabilisant pour un. Moi, je suis le patron d'une jolie entreprise, 300 collaborateurs, qui fait des tas de métiers différents, qui est confronté à des applications informatiques, métiers très, très différentes, selon qu'on gère des institutions sociales, des associations professionnelles ou des cours de formation. Tout ça implique des investissements qui sont très, très massif, je vous assure. Donc, on voit tout ça arriver, on le perçoit rarement de manière très concrète, sauf que les clients veulent un certain nombre de choses. On ne peut pas leur parler comme dans les années 1990, comme vous le disiez. Ils s'attendent à quelque chose, ils s'attendent à un service, ils s'attendent à des possibilités d'accès, de commandes, et de choses dans ce genre-là. Et ça, au fond, tout le monde le sait, mais je suis d'accord avec vous qu'on n'en mesure pas forcément tous les... Parce qu'au bout d'un moment, c'est presque, on dit en anglais, nobody's job, c'est le job de personne. Selon vous, qui devrait être responsable de commencer à sensibiliser un peu, que ce soit pédagogiquement, le système d'éducation qui continue de nouveau à enseigner, alors là par contre, qui continue à enseigner comme en 1980, là je pense que je ne me trompe pas. De ce point de vue-là, je suis assez d'accord. alors qu'on continue à faire de l'apprendre par cœur souvent, ou apprendre des choses qui, demain, rien qu'en regardant quelque chose, on aura l'information dans notre tête, et ça c'est prouvé. Et les entreprises qui souvent ont peur. On est une agence de marketing, on voit beaucoup de patrons qui disent LinkedIn, c'est pas la vraie vie. Vous voyez ce genre de réaction. Donc, c'est le rôle de qui de commencer à sensibiliser le marché en disant les gars, préparez-vous, parce que demain c'est différent. C'est le rôle des dirigeants de bien diriger. Ça, il faut pas. C'est leur boulot, que ce soit des conseils d'administration ou des directions. C'est le job des patrons, des patronnes de sensibiliser à ça. Ça, moi, j'en suis absolument donc c'est persuadé. Pas en politique. C'est pas. Non, mais soyons clairs, le politique sur toutes ces questions-là, il est en retard. Et encore plus en retard que l'économie. Ouais. Ça fait absolument aucun doute. Je le dis aussi s'agissant du fonctionnement des administrations publiques, qu'elles soient cantonales, communales ou fédérales, où on est quand même très très loin des performances qui sont proposées dans l'économie privée, vraiment très loin. Enfin, l'exemple le plus frappant, j'allais dire le plus marrant, mais c'est peut-être le plus triste, vous savez, c'est la façon dont les cantons transmettaient,
je ne sais pas s'il faut parler au passé, tous les chiffres de pandémie, enfin d'infection, etc., à la Confédération. Je crois que ça fonctionnait encore au fax, si je me souviens. Je me souviens, non, probablement par un email, mais tout juste. Ce qui a d'ailleurs causé un certain nombre de difficultés à la face d'erreurs de chiffres. Donc, je pense vraiment pas qu'il faille compter sur le monde politique au sens large, y compris l'administration, pour sensibiliser à ça. Le mouvement, il est plus profond, et c'est évident qu'il émane des entreprises et de l'économie privée, et que ce sont elles qui tirent. On risque, 50% des gens professionnellement risquent de se prendre le mur en pleine tête, selon vous, par rapport à cette avancée technologique? Je ne parle pas de demain, je parle dans 15 ans. Moi, je suis plus optimiste que vous. Je suis plus optimiste que vous, précisément en me rappelant l'évolution qui s'est faite depuis le début de ma carrière professionnelle, vous citiez les années 90, où il s'est quand même passé beaucoup de choses. Où on a passé de la machine Hermès à l'informatique, etc. Et où les collaboratrices, les collaborateurs se sont... idem dans l'industrie, l'automation, etc., l'automatisation aussi. Enfin, tout ça, c'est fait. Je vous dis pas que ça s'est toujours fait facilement, mais on a aussi dû fermer des mines, etc. Mais moi, je suis plus optimiste que vous. Une fois que le mouvement est donné, si les gens sont convenablement conduits et guidés, ils font l'effort, parce que la réalité, elle est là, puis elle s'impose à tout le monde. Vous êtes le centre patronal, c'est un bon exemple où vous embrace, j'ai le mot en anglais, vous accueillez de la technologie de manière assez correcte, la manière dont vous communiquez en tout cas énormément sur les réseaux sociaux, etc. Ça a un impact positif pour vous? Comment vous percevez ça? Je trouve que ça a un impact positif, d'abord parce que ça nous permet de toucher des gens qui sont très actifs sur ces médias-là, et qu'on n'avait pas forcément de la facilité à toucher. C'est des gens souvent plus jeunes, encore que pas toujours. Moyenne d'âge de Facebook, 42 ans. J'allais dire, encore que pas tout le temps, j'allais citer Facebook. Et puis, alors, à l'interne, ça nous a fait faire des progrès assez formidables, parce qu'il faut apprendre à parler devant un micro, à regarder la caméra, à condenser sa pensée quand on veut faire un post qui est convenable. Ça nous a aussi fait croiser des métiers nouveaux dans le graphisme, dans la communication digitale. Ça, c'est quand même pas mal. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Romandie Formation, c'est quand même un grand axe du centre patronal. On parlait justement de ces technologies et tout ça. Est-ce que vous voyez, vous êtes en train de réfléchir, vous l'avez peut-être déjà fait, une évolution des thématiques que vous formez, de formation que vous proposez, votre catalogue de formation, est-ce qu'il est un peu plus orienté aujourd'hui sur cette évolution technologique, ou c'est pas encore le cas? Écoutez, on a essayé, et on essaye encore à plusieurs reprises de proposer ces thématiques-là. Ce ne sont pas forcément celles qui rencontrent le plus de succès. C'est peut-être un peu surprenant. Probablement parce qu'il faut, dans l'esprit de celles et de ceux qui se disent « Ah bah tiens, je pourrais bien aller suivre tel ou tel cours », il faut qu'ils arrivent à se représenter assez concrètement ce que ça peut signifier pour leur business au jour le jour. Et ça, c'est pas toujours facile de faire ce chemin, cet effort de concrétisation au fond. Alors, nous avons évidemment l'intention de continuer de proposer des cours, des formations nouvelles dans tous ces domaines-là, mais ce n'est pas les thèmes sur lesquels on a rencontré le plus de succès. C'est d'ailleurs assez, peut-être un peu étonnant, mais ça montre aussi que les thèmes plus classiques de management, de ressources humaines, etc., les thèmes de 1990 continuent de demeurer, mais au fond pour un motif assez simple, c'est que l'être humain reste l'être humain. Vous pouvez lui mettre, vous pouvez mettre autour de lui toutes les machines que vous voulez. Il reste la patte humaine quand même à un moment ou à un autre, il ne faut jamais l'oublier. Et d'ailleurs, ce qu'on est en train de faire est le parfait reflet de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on est deux êtres humains qui parlons, mais c'est vrai qu'il y a une technologie derrière, et puis il y aura une utilisation de ça au niveau numérique. Christophe Raymond, 2 questions encore. La première question, si vous avez un conseil à donner à tous les patrons de PME dans le canton de Vaud qui sont actuellement dans des situations difficiles, certaines plus que d'autres, etc., si vous aviez une recommandation ou tout simplement un message à faire passer, ce serait quoi ? Le principal message que je veux faire passer et que nous faisons passer au milieu de cette crise, c'est qu'il faut garder confiance
et toujours se renouveler. Il faut toujours se renouveler dans l'organisation de sa propre entreprise, dans sa relation avec les clients, dans sa relation avec les autorités. Ça, c'est le premier message. Le deuxième que je donnerais, mais c'est peut-être déjà trop tard pour un certain nombre de personnes, c'est d'anticiper, et en particulier d'anticiper en constituant quelques petits coussins de réserve d'un point de vue financier, tout le temps. Il faut, dès qu'on le peut, mettre un peu d'argent de côté, avoir quelques provisions si on est une société, quelques réserves si on est une raison individuelle, pour pouvoir passer l'un ou l'autre coup dur. Ces deux messages-là, à mon avis, sont essentiels. Ouais, le premier, pour moi, il est très parlant. Si on n'avance pas, on meurt ou on recule. C'est ce qu'on dit souvent. La progression, la recherche constante de progresser dans tous les domaines, je crois que c'est important. Et c'est quelque chose qui, souvent, peut-être qu'en Suisse, on est peut-être des fois un peu trop dans une zone de confort. Et puis, les zones de confort sont très néfastes pour la progression économique. Je suis d'accord avec vous. Bon, on a une chance exceptionnelle. Mais même, il faut qu'on le mesure, même dans cette crise, la façon dont j'ai eu l'impression, peut-être donné l'impression tout à l'heure d'être désagréable avec les autorités publiques, en parlant, à mon avis, d'assez profonds défauts dans la numérisation, mais il faut malgré tout dire que ce qui a été mis en place du point de vue des aides à l'économie, etc., ça a été extraordinairement, très rapidement mis en place. Ouais. Et l'argent... Certains pour s'acheter une Ferrari derrière. et l'argent, il est arrivé. Il est arrivé très rapidement, directement dans les caisses des entreprises. Et ça, c'est aussi ça montre que notre système, il fonctionne. Alors évidemment, quand ça fonctionne trop bien, il y a toujours un risque qu'on se sente un petit peu trop confortable. Je suis d'accord avec vous. Dernière question. Pour tous ces jeunes qui finissent ces études, qui se disent « Voilà, ma carrière professionnelle commence maintenant !» Boum, Covid. C'est compliqué. Franchement, c'est terriblement compliqué. Et je suis content que vous finissiez cet entretien par cet aspect-là, parce que je pense que c'est la principale préoccupation qu'on doit avoir aujourd'hui. C'est pour les jeunes générations, et en particulier celles qui arrivent sur le marché du travail maintenant, qui sont arrivées cet été ou dans les mois qui viennent. C'est très compliqué. Je vous donne un seul exemple, pardon de parler de moi. J'ai 4 de mes neveux et nièces, et une de mes filles, qui sont au chômage aujourd'hui. Ils sont super bien formés. C'est des écoles hôtelières, niveau universitaire, CFC, etc. Si on m'avait dit ça il y a une année, j'entends, mais non, on trouvait du boulot, etc. Et là, c'est hyper compliqué. Donc, il y a un message vraiment qu'il faut donner aux chefs d'entreprise. Donnez votre chance aux jeunes. Il faut absolument le faire, et il faut d'autant plus le faire qu'ils nous apportent, et ça on le voit dans toutes les entreprises, ils nous apportent ces coups de coude un peu salutaires, de nous montrer comment ça fonctionne aujourd'hui dans les jeunes générations, et ça rejoint toute la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur la numérisation et les besoins qu'il y a à cet égard. Christophe Raymond, merci beaucoup.